Sunday Night Production. Pendant de nombreuses années, Claire Palou était considérée comme l'une des athlètes les plus talentueuses de l'athlétisme français. À seulement 19 ans, elle remporte le titre de championne de France du 1500 mètres en salle et établit un nouveau record de France espoir sur 3000 mètres steeple, signant ainsi la meilleure performance française de tous les temps. Toutefois, parvenir à un tel niveau de performance a eu un impact considérable sur sa santé mentale. Car derrière les médailles d'or se cachent parfois d'énormes sacrifices et des douleurs souvent réduites au silence. Le témoignage que vous vous apprêtez à écouter révèle de graves dysfonctionnements au cœur des plus grandes institutions sportives françaises. Il met également en lumière les tabous persistants autour de la santé mentale des athlètes de très haut niveau. À l'été 2012, j'ai 10 ans, je fais ma toute première course. C'était une petite course pour les enfants. J'ai tout de suite aimé la sensation de courir parce que ça me procurait vraiment du plaisir au niveau des sensations. Déjà, le côté un peu compétitif, j'aimais bien et on voit du coup à cette course-là que j'ai des capacités au niveau de la course à pied parce que j'ai fini avec les garçons. Donc c'était assez drôle pour moi et mon père était assez content. Et c'est à partir de ce moment-là où on s'est dit je me débrouille pas mal. À mon arrivée en 4e, mon prof de sport du collège me sollicitait pour m'inscrire à un club d'athlé parce que sur les cours de sport de course à pied, il voyait bien que j'avais des capacités. Je me suis dit, bon, pourquoi pas, c'est vrai que j'ai des capacités, je voyais bien quand je faisais les crosses du collège, etc., que je gagnais tout le temps et que c'était quand même cool de gagner, d'avoir des capacités dans un domaine et du coup, je me suis lancée, mais la première fois que je me suis lancée, ça n'a pas trop réussi. J'ai fait quelques séances dans le club d'athlé de ma ville et j'ai pas trop accroché, surtout avec les personnes qu'il y avait, etc. J'avais pas trop d'amis, du coup, je voyais pas trop l'intérêt. Et au final, après, vers la 3e, où j'avais plus une vision du sport performance, on va dire, et ben là, je me suis un peu poussée et je me suis dit, on va essayer de faire quelque chose. Du coup, je me suis réinscrite au club. C'est comme ça que j'ai commencé et je me suis vraiment plu dans ce club-là aussi. Je me suis fait des amis et voilà, ça a commencé comme ça. Avec le temps, plus j'ai structuré mes entraînements, plus j'ai performé dans le sport au début. Après le collège, je voulais vraiment continuer dans une démarche de performance et je me suis dit que ça pouvait être bien d'entrer dans une section sportive pour pouvoir m'entraîner à côté des études. Je suis allée dans un internat à 1h30 de chez moi. Du coup, j'ai déjà quitté mes parents après le collège. Et je rentrais tous les week-ends, mais voilà, la semaine j'étais là-bas et c'était super parce que j'avais des horaires aménagés pour pouvoir faire les entraînements avec des lycéens de mon lycée à l'entraînement et c'était quand même beaucoup plus professionnel, on va dire, parce que là j'ai appris vraiment à faire des footings, vraiment des séances différentes, quoi. Donc c'était beaucoup plus cohérent l'entraînement et ça a très vite marché. Mon premier très bon résultat que j'ai fait, c'est quand j'ai été championne de France du 2000 mètres steeple en cadette 1. Et après, je suis allée au festival olympique de la jeunesse européenne. Et là-bas, j'ai fait 2e et c'est là où ça a commencé ma carrière de haut niveau, quoi, où je me suis dit, bon là, c'est assez sérieux et après là j'ai commencé à avoir même des stages fédéraux, etc. Donc là je suis rentrée un peu dans la boucle performance, quoi. Après cette 2e place au Festival olympique de la jeunesse européenne, j'ai continué les performances
durant mes années de première et de terminale. Et après, je voulais continuer dans cette démarche de performance et me professionnaliser encore plus. J'ai eu l'envie d'intégrer l'INSEP et du coup pour ça, je me suis renseignée auprès de la fédération, etc. Au final, ça n'a pas été trop compliqué parce que j'ai juste dû remplir un dossier d'inscription et je me suis retrouvée à l'INSEP, quoi. L'INSEP, c'est l'Institut national de l'expertise de la performance. C'est très grand, c'est vraiment comme une université américaine, sauf qu'il n'y a pas vraiment des études à l'intérieur, même s'ils peuvent en avoir, il n'y a pas énormément d'études comme là-bas. Il y a énormément d'infrastructures pour tout type de sport. Moi, j'ai été en internat là-bas. Je suis arrivée, du coup, j'avais 17 ans et du coup, j'ai hébergé dans l'internat des mineurs. Dans cet internat des mineurs, voilà, il y a plus de règles forcément que chez les majeurs où il y a un couvre-feu à 22h, je crois on devait être dans sa chambre, il y a les surveillants qui passent pour voir si on est bien là. Et c'est filles-garçons séparés, tandis que chez les majeurs, c'est vraiment liberté totale. Quand j'arrive à l'INSEP, j'ai 17 ans. Mon projet, c'est vraiment de me professionnaliser dans le sport. À ce moment-là, mon objectif principal, c'est vraiment les Jeux Olympiques. J'étais vraiment prête à tout un peu pour la performance. Vraiment, je voulais tout bien mettre en place pour performer au niveau nutrition, sommeil, récupération, entraînement, etc. Vraiment, je voulais tout faire bien. C'est sûr que quand on a entre 17 et 20 ans, c'est des années un peu charnières et du coup, y en a beaucoup qui auraient envie de faire la fête, profiter, etc. et d'avoir du coup une vie étudiante quand même un peu normale. Mais pour moi, c'était vraiment pas la question, je pensais même pas à ça. Du coup, je pensais vraiment qu'à mon sport et c'était peut-être trop, c'était même trop. Et c'est vrai que je regrette pas, mais aujourd'hui, ma vision est un peu différente. Tous les sacrifices que j'ai mis en place pour la performance, ils ont assez vite payé. En juin 2021, je suis alignée au 3 mètres steeple du meeting de Nice, où j'ai vraiment pour objectif de faire un gros chrono parce que j'avais cette ambition-là quand même d'aller aux Jeux Olympiques de Tokyo. C'était un peu ma dernière chance pour réaliser les minima. Du coup, gros stress quand même, mais j'arrive à le gérer. Je suis assez sereine, on va dire, avant la course. Et voilà, c'est vraiment la course où j'ai le plus donné de moi-même. Je me suis vraiment transcendée. Voilà, c'est vraiment ma plus grosse performance du coup au niveau déjà sportif et au niveau de moi-même, de ce que j'ai pu donner. C'était vraiment énorme. C'était tous mes derniers restes en fait. Du coup, cette course, je l'ai vraiment vécue comme j'ai donné mes toutes dernières forces que j'avais, tout ce que j'avais, et puis après j'avais plus rien quoi. C'était vraiment le vide, le néant après ça quoi. J'ai donné toute ma force et après j'avais plus rien. Et aussi j'avais plus rien mentalement parce que j'ai du coup loupé les minima pour un peu plus d'une seconde. Du coup, j'étais vraiment trop triste quand même après la course, mais j'avais quand même encore un petit espoir avec le ranking. Mais du coup, la Fédé, après, ils m'ont pas fait de cadeau, mais bon, voilà, c'est compréhensible. Et ça a été vraiment la dernière course pour moi avant ma descente aux enfers. Après, on va dire, c'était tout dernier souffle. Le soir de la compétition, je rentre à l'hôtel avec mon coach et mon groupe d'entraînement et je passe une nuit blanche quasiment.
Voilà, j'ai dormi quelques heures et le lendemain matin, on part faire le footing de récup et là, impossible de courir, énorme douleur au tibia. Bon, là, j'étais vraiment pas sereine parce que du coup, il restait les championnats de France et les championnats d'Europe et je me sentais vraiment blessée, quoi. Et au final, la douleur est un peu partie, mais ça a continué avec d'autres douleurs au niveau du nerf sciatique. Mon corps était vraiment à bout de force et je lui demandais encore de continuer et tout. Donc après, c'est le mental qui m'a dit stop et qui m'a fait arrêter. Mais voilà, mon corps me donnait déjà des alertes. J'étais vraiment pas bien, je pleurais beaucoup et j'avais une prof de yoga de l'INSEP qui me suivait et qui m'avait dit, je me souviens, là, t'es en burn-out, Claire, il faut arrêter et tout, il faut prendre du temps pour toi, il faut te reposer. À ce moment-là, je vais pas bien et du coup, j'avais vraiment l'intention d'aller voir une psychologue et on m'a conseillé une très bonne psychologue qui était réputée dans le monde du sport, voilà, qui était censée être la meilleure psychologue pour les sportifs de haut niveau en gros, qui a travaillé à l'INSEP. J'ai tout fait pour aller la voir et j'étais très contente quand j'ai pu commencer un suivi avec elle. La première séance, je supposais que voilà, ça s'était bien passé. J'avais jamais vu de psychologue avant, donc je savais pas trop comment ça se passait. Et je lui faisais entièrement confiance parce que voilà, elle était très conseillée, très réputée, donc je faisais une confiance aveugle en cette personne-là. Et après 6 mois de consultation avec cette psychologue-là, à peu près, je décide du coup sur les conseils de mon petit ami de lui livrer ce que j'avais vécu, enfin en tout cas ce que je pensais à l'époque pas avoir été normal au niveau d'agression sexuelle. Et du coup à cette séance-là, quand j'essaie d'aborder le sujet et lui dire qu'aujourd'hui j'aimerais bien lui parler de choses qui m'étaient arrivées et que voilà, je pense que c'était pas normal ce qui m'était arrivé. Et à ce moment-là, j'avais pas conscience du mot agression sexuelle. Je savais qu'il m'était arrivé des choses anormales et du coup, je lui explique ça et je lui dis je sais que j'ai vécu des choses anormales avec des hommes et je voudrais vous en parler et elle me coupe tout de suite et elle me dit non mais on va pas en parler maintenant, on continue le travail qu'on est déjà en train de faire et on va pas en parler maintenant quoi. Enfin voilà, c'était un peu manière de me dire c'est mieux de pas tout faire sortir maintenant parce que en gros il y a les échéances sportives qui arrivent donc on va pas en parler maintenant pour pas tout chambouler quoi. Quand elle me dit ça, c'est vraiment la douche froide parce que ça faisait plusieurs fois que j'essayais de lui en parler lors de séances, j'essayais d'évoquer ce sujet-là et que du coup elle refuse de m'écouter et d'en parler. Ça m'a quand même fait bizarre parce que je me suis dit au final ça me confirme ce que je pense, ça doit pas être si important que ça et voilà, je continue à mettre ça de côté et on verra ça plus tard. Du coup c'est quand même super grave parce que voilà, avec du recul c'est vrai qu'elle aurait pu me dire au moins si on en parle tu as des possibilités que ça fasse tout remonter et que du coup ça affecte tes performances, etc. Mais au moins, elle aurait dû me laisser le choix quoi, d'en parler ou pas. Mais là, vu que j'avais fait la démarche, en plus de vouloir lui en parler, c'est quand même hyper grave, quoi. Plus le temps passe, plus je commençais à aller mal et du coup pour la toute première fois je commence à lui parler de mes idées suicidaires en mai 2021
Et là, ça a été la panique totale de sa part parce qu'elle a réalisé que c'était quand même grave. Le lendemain, elle m'appelle et elle me dit il faut que tu ailles voir un médecin à l'INSEP avec qui elle avait pris contact et il va te prescrire des antidépresseurs. Et du coup, c'est elle qui a choisi de me mettre sous antidépresseurs et le médecin me fait l'ordonnance et il me prescrit ça un peu comme du Doliprane, quoi, en me disant prends ça, ça va t'aider à aller mieux, ça va bien se passer, il n'y a pas de souci. Il m'avait mis, je prends des anxiolytiques tous les 4 heures à peu près et puis si j'avais un problème, une question, je pouvais le contacter. Du coup, moi, j'avais quand même un peu peur de prendre ce traitement-là, mais j'avais confiance en eux. Du coup, je fais ce qu'on me dit. Je supporte très mal les médicaments. Le premier jour où du coup, je prends les antidépresseurs, le soir, je me retrouve aux urgences psychiatriques à Paris. Donc pour tentative de suicide, donc ça a été très grave et j'ai été très mal prise en charge parce qu'on m'a vraiment pas expliqué pas la gravité de ces médicaments, mais du coup que c'est quand même un gros traitement, qu'il faut faire très attention parce que au début, c'est normal que ça augmente les idées suicidaires, mais du coup, il faut bien faire attention à prendre des anxiolytiques quand ça va pas et pas hésiter à en prendre beaucoup pour se calmer. Et en fait, moi, on m'avait pas du tout expliqué tout ça. En fait, ce qui est quand même grave aussi, c'est que ma mère avait contacté ma psychologue et lui avait dit je voudrais que Claire aille voir un psychiatre. Ma mère voyait très bien que j'étais en dépression et que c'était important que j'aille voir un psychiatre. Et ma psychologue, à ce moment-là, a dit à ma mère non, mais je vais pas vous apprendre votre métier, vous allez pas m'apprendre le mien, je contrôle la situation, laissez-moi faire, je sais très bien ce que je fais, elle a pas besoin d'aller voir un psychiatre, elle est sous contrôle avec moi, quoi. Et au final, elle a complètement perdu le contrôle de la situation, parce que du coup, elle n'avait pas vraiment le droit de choisir elle-même de me mettre sous antidépresseurs. Elle n'a pas ce pouvoir-là en tant que psychologue, quoi. En plus, j'ai appris à l'INSEP qu'il y avait un psychiatre, donc elle aurait très bien pu me dire va voir le psychiatre de l'INSEP ou même le médecin de l'INSEP aurait pu prendre plus de précautions avant de me prescrire un tel traitement en m'expliquant quand même, c'était un médecin du sport, donc peut-être qu'il s'y connaissait pas très bien, mais fallait au moins m'expliquer que au début ça allait complètement me chambouler, qu'il fallait faire très attention, qu'il fallait que je sois quand même suivie de près, quoi. Et pas du tout. Ça s'est enchaîné comme ça les jours où j'ai fait énormément de tentatives de suicide à la suite parce que je perdais totalement le contrôle de mon cerveau, de mon corps. C'était pas du tout le traitement adapté. Il aurait peut-être fallu me prescrire un autre antidépresseur. J'ai l'impression que dans le seul but de me remettre dans les rails rapidement pour les compétitions à venir et pour la performance, on a pris des raccourcis énormes et qui auraient pu me coûter la vie, clairement. Donc c'est quand même très très grave. Ce manque de capacité de prise en charge au niveau de la santé mentale dans le haut niveau, c'est aberrant. Les psychiatres que j'ai vus m'ont dit c'est grave, comment t'as été pris en charge, tu pourrais porter plainte. Donc c'est sûr que dans ce qui m'est arrivé, j'ai pas eu de chance. La dépression, c'est compliqué chez les sportifs de haut niveau parce que c'est encore assez tabou.
dans l'inconscient collectif, on a souvent cette impression que c'est vraiment quelqu'un qui a pas envie de se bouger, qui est fainéant, etc. Alors que bon, on sait très bien aujourd'hui que c'est pas le cas, c'est une vraie maladie. Et dans mon cas, voilà, ça a mis du temps à exploser, on va dire, parce que c'est quand je me suis permise à aller mal en fait que voilà, tout est ressorti. J'avais une fatigue extrême et on ne savait pas pourquoi j'étais fatiguée comme ça. J'avais fait plein de tests physiques, tests du sommeil, etc. pour savoir ce que j'avais, des prises de sang, je prenais des compléments, plein de trucs, mais rien n'y faisait. Voilà, on ne trouvait pas. Et puis c'est vrai que des fois je me sentais un peu comme voilà, je fais du cinéma. Je suis tout le temps fatiguée à l'entraînement, je fais que bâiller et tout. Voilà, Claire, c'est sa spécialité d'être comme ça et tout, alors que ben non, c'est pas normal. Tous les examens que j'ai faits pour essayer de trouver une explication physique à ma fatigue ou à du coup, mes problèmes, c'est vrai que je me dis avec du recul qu'il y avait un gros déni de voir qu'il pouvait avoir un problème au niveau de ma santé mentale parce que même moi je le voyais pas ou j'essayais de pas le voir, mais voilà, quand je reparle de ma prof de yoga, mais c'était vraiment la seule à m'avoir alertée là-dessus et m'avoir dit Claire, t'es pas bien, etc. Et quand j'essayais de faire relayer l'information, comme quoi elle m'avait dit voilà, t'es en burn-out, etc. à mon coach, tout de suite c'était non, mais elle dit n'importe quoi, en gros c'est une gourou, machin, des trucs comme ça. C'était vraiment absurde. J'étais pas bien et on voulait pas le voir. Voilà, il y a aussi un problème, je pense, de connaissance là-dessus. On s'y connaît pas assez en matière de santé mentale. Au niveau voilà, physique, on s'y connaît largement assez. Et au niveau mental, c'est très très peu pris en compte et considéré. Même on n'y pense pas, quoi. Moi, j'y pensais pas. Mon entourage non plus. Pareil, ma mère m'avait beaucoup alertée là-dessus et sentait que j'allais pas bien mentalement et qu'il y avait un problème, mais je voulais pas le voir. En tout cas, je lui disais mais non, tu dis n'importe quoi, je vais très bien. C'est souvent un peu comme ça aussi. Le déni, c'est voilà, de refouler un peu tout le monde. Et dans cette démarche-là, du coup, mon coach était un peu pareil à me dire voilà, que ma mère exagérait, que voilà, elle s'y connaissait pas, en gros, fallait pas l'écouter et que juste elle me faisait stresser pour rien. Et du coup, on m'a beaucoup un peu éloignée du coup de ma mère, de mes parents, parce qu'ils pouvaient être un peu toxiques pour ma performance, quoi. Et je me dis, on est allé jusque là, c'est quand même grave. Parce qu'au final, ils avaient raison, mais voilà. C'est vrai qu'il y a vraiment un manque d'éducation là-dessus, sur la santé mentale. C'est quand même grave d'en arriver là. J'en parlais des fois, j'en ai parlé à des athlètes de mon groupe d'entraînement, du fait que j'avais des idées noires. Voilà, j'en avais parlé, mais en banalisant quand même la chose, en disant ouais, des fois voilà, ça m'arrive d'avoir envie de mourir, et puis on me disait bon, c'est normal. Ça arrive à tout le monde, c'est pas bien grave, c'est pas si grave que ça. Et du coup, dans ma vision des choses, c'était vraiment comme ça. C'est pas grave d'avoir des idées noires, ça arrive à tout le monde. Et jusqu'à ce mon petit copain, lui, qui n'est pas trop dans ce milieu-là, me dise non, en fait, c'est grave, ça n'arrive à personne. En tout cas, si ça arrive, c'est pas normal. En mai 2022, je suis hospitalisée du coup en clinique psychiatrique, et là, du coup, j'ai été enfin prise en charge, et du coup, j'ai complètement arrêté le sport et les études aussi.
Et du coup, j'ai fait 2 mois d'hospitalisation où ça s'est pas très bien passé des fois non plus avec les thérapeutes. Aujourd'hui, j'ai trouvé un très bon psychiatre avec qui ça se passe très bien, qui m'a beaucoup aidée, qui m'a arrêté tous les traitements d'un coup parce que il m'a toujours dit depuis le début que j'aurais jamais dû être sous traitement et que j'aurais dû avoir une thérapie par la parole dès le début. Et c'est ce qui m'aurait aidée. Et par la suite peut-être des traitements, mais il faut vraiment parler de ces problèmes en premier lieu au lieu de cacher ça par des traitements. Et ce qui m'a vraiment du coup aidée dans tout ça et à me rendre compte que j'allais pas bien et que j'avais besoin d'aide, c'est du coup mon petit ami que j'ai rencontré en 2022 et avec qui je me suis assez vite livrée sur ce que j'avais vécu et qui m'a dit non, c'est pas normal, tu pourrais aller porter plainte, c'est grave et il faut que t'en parles. Et avec qui je me suis assez livrée aussi sur mes idées suicidaires, qui était le premier à s'alerter là-dessus et qui m'a clairement sauvé la vie, quoi. Donc voilà, il a été génial pour ça. Il m'a vraiment accompagnée de A à Z dans ma dépression, quoi. Ça a été très dur pour lui du coup aussi parce que il y a pas mal de personnes qui pourraient partir en voyant du coup qu'il y a pas mal de problèmes à gérer chez leur partenaire. Il m'a vraiment super bien accompagnée, très bien aidée. Et puis là maintenant j'ai trouvé des très bons thérapeutes. Je suis suivie par un psychiatre et une psychologue. J'ai fait aussi de l'hypnose thérapeutique avec une psychiatre pour soigner mes traumas. Et du coup, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Le message que j'aimerais faire passer dans mon témoignage, c'est que j'aimerais que les gens se rendent compte que les athlètes de haut niveau restent avant tout des êtres humains à part entière et qu'il ne faut pas continuer à les déshumaniser comme ça. Même si les choses changent et commencent à bouger, il faut continuer à se battre pour la santé mentale des sportifs de haut niveau. Et aussi l'importance d'arriver à parler de ce qu'on pense être anormal, ne pas avoir honte de se livrer. Voilà, c'est super important de parler pour demander de l'aide et ensuite pour être écouté et pour arriver à se soigner s'il y a besoin, quoi. Je suis convaincue qu'en étant entourée des bonnes personnes, on peut très bien arriver à surmonter ces problèmes-là. Encore faut-il savoir si on est entouré des bonnes personnes, mais c'est pas parce que j'ai eu des problèmes au début de ma carrière que ça va continuer comme ça et j'espère que maintenant je vais pouvoir continuer sereinement et tranquillement. Si ce récit vous a plu, n'hésitez pas à adresser un petit mot de soutien à notre invité sur nos réseaux sociaux. Vous y trouverez une publication qui lui est entièrement dédiée. Si vous aussi, vous avez envie de raconter votre histoire, un événement de votre vie de coureur ou de coureuse qui a eu un impact considérable sur vous, ou vous a fait voir les choses différemment, écrivez-nous à l'adresse suivante, le-récit@dltdc.fr. À bientôt.